Bon, on va démarrer dans des circonstances donc très particulières. Alors j'ai la grande chance, j'entends dire que des professeurs ont fait des cours devant des salles vides. Ça ne m'est pas encore arrivé, donc j'ai échappé à ça grâce à vous. Donc j'ai au moins quelques interlocuteurs, c'est plus agréable. Donc c'est cette situation qui fait que les cours continus sont enregistrés, et donc c'est l'avantage d'un site, enfin d'une politique de diffusion des savoirs extrêmement ambitieuse du Collège de France, qui fait que les cours qui sont donnés aujourd'hui et dans les semaines qui viennent au Collège de France sont disponibles sur le site web. Pour ceux qui sont intéressés par cette diffusion des cours. Donc, j'avais prévu, et c'est ce que je vais faire, de parler d'enzymologie et d'enzymes, de ces molécules tout à fait particulières et dont je vais essayer de vous montrer à la fois la beauté et l'unicité d'une certaine façon. Les chimistes s'intéressent à des molécules, ce sont des molécules du vivant, mais ce sont quand même des molécules. Ces enzymes, c'est aussi comme j'aurai peut-être l'occasion de le dire de temps en temps, c'est une des grandes choses de ma propre vie professionnelle, puisque assez tôt, je me suis intéressé, et à une époque où c'était moins facile qu'aujourd'hui, je me suis intéressé au pouvoir catalytique de ces systèmes enzymatiques. Alors, ça c'était le cours. Pour des raisons donc, de gestion sanitaire, un certain nombre de séminaires qui étaient associés à ce cours, qui devaient être donnés par des collègues venant de province ou d'ailleurs, n'auront pas lieu. Par chance, j'avais invité deux de mes collaboratrices, et comme les interventions sont filmées, elles seront aussi accessibles au public à travers ces films. Et donc, juste après, donc, on aura le séminaire de Béatrice Golignali-Pimpano, qui va donc nous parler d'enzymes aussi. Et en fin de série, Muriel Lombard, qui va nous parler de la biosynthèse de l'ubiquinone. Donc, comme vous le voyez, Myriam Siman, Yvain Nicolet, Mohamed Atta, Bernard Angrissa ne seront pas là, et donc le séminaire n'aura pas lieu. Et donc la séance aura lieu de 10h à 11h simplement, pour ceux qui sont là. Avec un peu de chance, un colloque qui était prévu au mois de février, appelé la chimie bio-inorganique à Paris, 3 février, on peut espérer que, probablement pas le vaccin, mais on peut espérer que on se retrouve dans une situation de meilleure gestion, de meilleur contrôle, pardon. J'ai rien à dire sur la gestion, de meilleur contrôle de la pandémie, voilà, permettra que ce colloque ait lieu, mais pour le moment, je n'en dis pas plus. Voilà. Parmi vous, et puis parmi les auditeurs, il y a évidemment des gens qui savent ce que sont les enzymes, mais évidemment, je vais, c'est passage obligé, dire des choses peut-être assez triviales, mais essayer de faire comprendre la nature même de ces systèmes. Alors là, on est au cœur. Ça s'appelle des enzymes, mais c'est de la chimie. Pour moi, c'est de la chimie, et en effet, la chimie biologique, c'est une déjà longue histoire. Moi, personnellement, je la fais partir de la synthèse de l'urée par Frédéric Wohler. Vous voyez, c'est une réaction chimique entre l'isocyanate d'argent et le chlorure d'ammonium pour donner de l'urée. Mais en tant que tel, ce n'est pas de la chimie biologique, mais ce qui était formidable à cette époque-là,
vous voyez, à la fin du XIXe siècle, c'est cette fascination par Wohler et par ses collègues qu'on puisse synthétiser une molécule biologique en faisant de la chimie. Alors aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu trivial, mais imaginez donc à l'époque ce que représentait un tel succès, pourtant une molécule pas très très compliquée. Et en 1828, Wohler dit « Je dois vous informer », il écrit d'ailleurs à Berzelius, son maître, « Je dois vous informer que je suis en mesure d'obtenir de l'urée sans recourir à un rein animal ou humain. » Voilà des toutes premières réalisations de la chimie biologique, et ça a fait pas mal de bruit. Vous voyez, quelques années plus tard, von Liebig dit « L'extraordinaire et inexplicable production d'urée sans l'assistance de fonctions vitales que nous devons à Wohler doit être considérée comme l'une des découvertes avec lesquelles une nouvelle ère de la science commence. » Effectivement, c'est le début de la chimie biologique, c'est-à-dire qu'on peut synthétiser des molécules biologiques. Et de fait, grâce à cette synthèse, comprendre aussi la nature moléculaire du vivant. En fait, il a fallu encore un peu de temps pour arriver à ce qu'on appelle les enzymes, et là aussi, je pense qu'on peut mettre en première ligne Büchner, vous voyez, fin du 19e, début du 20e, puisque Büchner est le premier à comprendre que les réactions chimiques qui ont lieu dans la cellule ne sont possibles que parce qu'il y a des éléments moléculaires, en l'occurrence les enzymes, qui permettent que ces réactions aient lieu avec des efficacités suffisantes pour que l'homéostasie cellulaire soit efficace. Et effectivement, et donc là, on tombe sur les enzymes qui sont les machineries de transformation chimique de la matière vivante. Tout ce qui se passe dans la cellule en termes de transformation moléculaire, ce sont les enzymes qui en sont responsables. Donc évidemment, c'est quelque chose de très très important. Bon, ça c'est la première grande révolution, je dirais, dans le domaine que je vais développer, mais il y en a une autre évidemment, un peu plus tard, mais il a fallu quand même attendre 1953, vous voyez, le milieu du XXe siècle, pour qu'apparaisse ce qu'on appelle la biologie moléculaire, mais comme vous l'entendez, c'est moléculaire, c'est-à-dire c'est cette découverte qu'au fond, l'hérédité, l'outil de support de l'hérédité et de la caractéristique des organismes vivants, c'est une molécule, c'est l'ADN, et sa structure est déterminée, c'est bien sûr Watson et Crick. Et ça, c'est la révolution de la biologie moléculaire. Donc, voilà, qui va permettre tout ce que nous connaissons de la biologie aujourd'hui, génomique et post-génomique. Voilà, moi je ne suis pas hyper vieux encore, mais quand je découvre les enzymes, vous voyez, c'est en 1985. Alors avant, on connaissait les enzymes, hein, bien sûr, mais j'avais travaillé sur plutôt des extraits cellulaires quand je travaillais sur des systèmes enzymatiques. Et le moment où j'ai été mis en contact vraiment avec des systèmes purifiés, c'est 1985. Il faut bien se rappeler qu'en 1985, les gens qui travaillaient sur des enzymes, en dépit du fait de la révolution de la biologie moléculaire, étaient fort démunis. Il n'y avait pas le génome d'Escherichia coli n'était pas connu. Aucun génome n'était connu. Donc quand vous vouliez travailler sur un système purifié, ce que j'ai fait moi-même, il fallait partir de la cellule, des extraits, et purifier une protéine parmi des milliers qui existaient dans les extraits cellulaires. Vous n'aviez pas de gènes correspondants pour faire de l'ADN recombinant et des protéines recombinantes. Enfin, vous pouviez isoler des gènes, mais
en gros, j'ai vu à cette époque des thèses qui étaient la caractérisation d'un gène d'une protéine donnée. Vous voyez, donc les choses ont formidablement changé, et je rajoute d'ailleurs qu'au moment où j'arrive en 1985 donc à l'Institut Karolinska à Stockholm pour découvrir tout ça, c'était juste le début des outils, par exemple, de mutagénèse dirigée. Et ça, pour un chimiste, c'était formidable, parce que tout d'un coup, cet objet que vous allez voir, ce gros objet qui est un polymère, qui était comme ça, inconsciemment assez éloigné des petites molécules sur lesquelles les chimistes avaient l'habitude de travailler, c'était des objets qui devenaient tout d'un coup manipulables chimiquement. C'est-à-dire on pouvait remplacer, c'est le principe de la mutagénèse, chacun des acides aminés. Donc je me suis retrouvé à ce moment-là dans des laboratoires qui étaient les tout premiers à utiliser la mutagénèse dirigée pour des protéines. Et ça, c'était formidable, parce que là aussi, ça laissait entendre que les chimistes pouvaient faire de la chimie assez pointue, c'est-à-dire en modifiant à l'échelle atomique, comme on le fait en synthèse organique ou en synthèse inorganique. Donc modifier les molécules. Il y a une autre évolution absolument fondamentale dans l'enzymologie, c'est évidemment la révolution de la biologie structurale. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir dans un tube à essai un truc transparent dont on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, si ce n'est par la séquence, on a pu commencer à avoir des structures, comme pour les petites molécules, des structures à l'échelle atomique, avec des résolutions de plus en plus fortes. Vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. À ma connaissance, la première structure cristallographique d'une enzyme, y compris avec son substrat, qui est déjà un élément supplémentaire de complexité, on est dans une sorte de chimie supramoléculaire, c'est Nature 1965. Et vous voyez, c'est une petite molécule qui est facile à cristalliser. Pour ceux qui sont cristallographes, ils le savent. Enfin, c'est la première structure. Et aujourd'hui, voilà, je cite un système enzymatique dont j'ai beaucoup parlé au cours des dernières années, parce qu'elle est impliquée dans la photosynthèse, c'est le photosystème 2. Mais aujourd'hui, on peut avoir, vous voyez, avec une résolution de 1,95 angstrom, donc vraiment avec une résolution atomique extrêmement bonne, qui permet de presque tout voir dans un système moléculaire, protéique. Vous voyez, un système avec 19 protéines, 35 chlorophylles, 2 phéophytines, 11 carotènes, 20 lipides, 2 quinones, des métaux, enfin, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce que permet, la biologie structurale. Donc des informations extrêmement précises. Bon, alors là, c'est des choses de base, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend au lycée. C'est ce qu'on continue à apprendre dans les premières années de fac. Voilà, tout simplement. Bon, une protéine, c'est un polymère, vous voyez, qui est une suite d'acides aminés accrochés les uns aux autres par cette liaison peptidique. À nouveau, ce sont des choses triviales, mais comme ça permet à tous ceux qui nous écoutent de savoir de quel polymère on parle. Évidemment, à cause des angles de liaison et du fait que ça soit un polymère, le polymère s'organise en 3 dimensions dans toutes sortes de formes. Ici, c'est un exemple, c'est une protéine. Et donc la structure tridimensionnelle d'une protéine, d'une enzyme, ne peut pas être déterminée simplement par la séquence, mais évidemment la séquence polypeptidique, à travers les différentes propriétés des acides aminés, explique la structure qui est obtenue. Alors ces acides aminés, ils sont là. Ici, ils sont divisés donc, en acides aminés qui ont
des chaînes chargées, soit positivement, je ne vais pas faire la liste de tous les acides aminés, mais par exemple comme l'arginine, soit négativement avec des carboxylates, des chaînes polaires mais non chargées, comme la sérine ou la tréonine par exemple, et puis des chaînes hydrophobes. Alanine, valine, etc., phénylalanine, voilà. Puis il y a quelques cas particuliers qui sont mis ici, cystéine, proline, glycine. Voilà, donc un nombre limité de briques pour faire une infinité de polymères possibles de protéines. Les enzymes sont des protéines, donc c'est des sous-ensembles de protéines. Alors, si on essaye d'avoir une petite idée des nombres, parce que je crois que c'est assez intéressant. Ici, c'est un schéma avec une cellule. C'est une cellule d'Escherichia coli. Une cellule d'Escherichia coli, c'est à peu près 10-15 litres. Et vous voyez, vous avez à peu près 3 millions de molécules protéiques. 3 millions de protéines. Évidemment, quand je dis 3 millions, il n'y a pas 3 millions de protéines différentes parce que chaque protéine peut être avec des copies, un nombre de copies plus ou moins variable. Ici, j'ai mis de 10 à 100 000. Il y a des protéines qui sont très abondantes, d'autres qui le sont très très peu. Ça fait une moyenne à peu près de 1000 copies par protéine. Si vous avez à peu près 4000 protéines dans la cellule différentes, ça fait 4 millions. Bon, ici, c'est 3 millions, mais... et puis, vous avez voilà, tous les autres éléments importants, des lipides, des protéines membranaires, le ribosome, vous voyez, très, très abondant, les ARN messagers, 5 millions de paires de bases. Ça, c'est assez facile à voir avec à peu près chez coli, hein, un peu plus de 4000 gènes. Si vous avez à peu près 1000 paires de bases par gène, vous arrivez à ces chiffres-là. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une petite idée. Donc, il y a 3 10 puissance 6 molécules chez coli. Ça représente 55% de la masse d'une cellule. Et vous voyez, c'est la partie la plus importante. Une protéine, c'est à peu près 30 000 de poids moléculaire en moyenne. Il y a comme vous allez le voir, il y a des grosses, des petites. Il y a 300 acides aminés et ça a des tailles très très différentes. Rappelez-vous qu'une molécule dans une cellule, c'est 1 nanomolaire. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que c'est la question des protons dans la cellule. À pH 7, ça veut dire qu'on a 100 nanomolaires de protons. Et si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 protons par cellule. C'est très peu. Néanmoins, il y a cette réaction en permanence d'échange de protons d'une molécule d'eau à une autre. Et la durée de vie d'un proton sur une molécule d'eau, c'est 10 puissance moins 12. C'est une picoseconde. Donc il y a des transferts extrêmement rapides. Le proton est en permanence d'une molécule d'eau à la molécule d'eau à côté. Et qu'est-ce que ça veut dire une picoseconde? Ça veut dire qu'il y a 10 puissance 12 molécules d'eau qui se chargent en une seconde dans la cellule. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'était ici, oui, 2 puissance 10, voilà. Bon, mettons, il y a 10 puissance 10 molécules d'eau par cellule. Ça veut dire que chaque ion visite 100 fois chaque molécule d'eau en une seconde. Chaque ion proton visite toutes les molécules d'eau, les 10 puissance 10 molécules d'eau par seconde. Et comme il y a 100 protons par cellule, vous voyez que chaque molécule d'eau sera convertie en H3O+, 10 000 fois par seconde. Donc tout ça pour dire que les échanges de protons sont extrêmement rapides, extrêmement efficaces, de sorte que ce n'est pas bien grave d'avoir si peu de protons
de concentration de protons, parce que toutes les réactions, au fond, demandent des protons dans la cellule, et on pourrait dire on est limité par les 100 protons, 100 protons dans la cellule, alors qu'il y a 3 millions de protéines qui en ont besoin. Mais en fait, c'est tout simplement à cause du fait que de cette vitesse de diffusion de protons dont j'ai essayé de vous faire mesurer l'importance, mais aussi du fait de l'effet tampon de la cellule. Ça, c'est l'autre aspect, c'est que s'il y a 100 protons, 100 nanomolaires de protons, en fait, il y a des millions de protons qui sont fixés sur des petites molécules, des métabolites ou sur des protéines elles-mêmes, et qui sont disponibles, puisque ces protons aussi vont basculer sur des molécules d'eau en permanence. Voilà, bon, ça c'est très rapidement pour vous dire que voilà à quoi ressemblent des protéines par rapport à un ARN, par exemple. Donc ce sont des systèmes qui, sur le plan tridimensionnel, sont relativement ramassés, de tailles très très différentes. Hein, vous voyez 10 nanomètres ici, donc des choses très très petites jusqu'à des choses très très grosses, comme l'ATP synthase par exemple, ou Rubisco. Donc des tailles très très différentes. Oui, donc ça c'est juste pour... j'ai parlé de 55% tout à l'heure. Hein, bon, ici c'est l'espace occupé par une cellule, des Escherichia coli. Vous voyez ce que représentent les protéines. Et ensuite, vous voyez aussi ce que représentent les ARN. Donc, une fois que vous avez, en gros, ARN, protéines et lipides, vous avez à peu près tout. Et donc, tout ça exprime en effet une chose, c'est que, en gros, l'essentiel des objets moléculaires qu'il y a dans une cellule, c'est parce qu'il y a un gros besoin de métabolisme et puis il y a un gros besoin de gestion de l'information génétique. Alors après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est la quantité des protéines diverses les plus abondantes. Vous voyez qu'il y a des très très grosses différences. Hein. Donc ça, c'est la gestion de traduction, transcription, donc gestion génétique. Ça, c'est le métabolisme. Vous voyez qu'il y a, voilà, pour ceux que ça intéresse, les protéines les plus abondantes, c'est la méthionine synthase et c'est ACP, l'acyle carrière protéine. Et ici, vous avez des protéines comme le facteur d'élongation ou la protéine ribosomale, RPIL, qui sont très, très abondantes. Donc, et puis, vous avez des choses qui sont en très, très petite quantité, et puis il y en a là-dedans qui ne sont même pas représentées. Donc, vous avez une très, très grande variété de... Bon, ça, c'est les protéines. Alors, là aussi, je vais redire des choses très vite, mais triviales pour ceux qui sont spécialistes. C'est le fait que... Maintenant, sur le sous-ensemble des protéines qui sont des enzymes, les enzymes sont des catalyseurs. Donc ce sont et vous allez le voir avec des accélérations absolument fantastiques des réactions chimiques, biologiques. Et c'est tout simplement que ces protéines ont la capacité de reconnaître un substrat, ici représenté par ces deux parties violettes et orange, un substrat pour faire un complexe enzyme-substrat et de déclencher une réaction chimique qui transforme ce substrat en produit. Ici, c'est la séparation des parties bleues et jaunes. Voilà, et donc en général, très simplement, et il y a évidemment des cas beaucoup plus compliqués, les cinétiques enzymatiques, les cinétiques chimiques donc appliquées aux enzymes, ce sont des schémas cinétiques extrêmement simples. C'est l'enzyme qui fixe le substrat donc à travers un équilibre avec un complexe enzyme-substrat et la catalyse. Donc il y a l'étape de fixation du substrat et ensuite il y a l'étape de catalyse en elle-même qui transforme le substrat en protéines. Et si vous regardez donc un diagramme énergétique, s'il n'y avait pas d'enzyme, vous auriez une très grande barrière d'activation, une barrière énergétique qui fait que la réaction est extrêmement lente. Et grâce à l'enzyme, vous avez une barrière d'activation ici
alors qui ne part pas souvent du substrat parce que en fait, la réaction, comme vous le voyez dans ce schéma cinétique, la réaction démarre à partir de l'enzyme substrat. Et donc vous avez une barrière d'activation qui est moins élevée, et c'est ce qui explique l'effet cinétique, l'effet catalytique de l'enzyme. Donc tout ça est assez, évidemment, très, très, très connu. Juste pour donner des exemples, vous voyez par exemple, sans enzyme, la transformation du CO2 en acide carbonique, c'est une des réactions les plus rapides. Vous voyez, le temps de demi-vie du CO2 dans l'eau, c'est 5 secondes. Donc, tout ça est très rapide. Néanmoins, pour faire cette réaction, le vivant a besoin de l'accélérer et l'anhydrase carbonique a une constante de vitesse de 10 puissance 6 par seconde. Vous voyez, c'est un facteur d'accélération de 10 puissance 6. C'est une des plus faibles accélérations qui existent dans le domaine enzymatique. Évidemment parce que c'est déjà assez haut naturellement. Mais vous avez des réactions à l'extrême, par exemple les décarboxylations. Décarboxyler une molécule, comme la glycine par exemple, c'est extrêmement... voilà, ça ne se fait pas spontanément. Et vous voyez que la glycine, elle a une durée de vie de 10 puissance 9 années, donc c'est hyper stable. Et faire des décarboxylations, c'est utile dans le métabolisme cellulaire. Et vous voyez ici, si je prends l'arginine décarboxylase, c'est un des plus hauts, vous avez une accélération, la constante de vitesse est accélérée d'un facteur de 10 puissance 19, donc c'est colossal. Et évidemment, cette puissance-là a fasciné les chimistes depuis très longtemps, et d'essayer de comprendre comment on peut accélérer des réactions avec de tels facteurs. J'ai parlé de K4, mais là aussi, je rappelle juste que c'est assez facile à déterminer ces choses-là dans des modèles qui marchent bien. Bien sûr, il y a des modèles qui marchent moins bien, mais en gros, si vous regardez la vitesse de formation d'un produit, ici en ordonnée, en fonction de la quantité de substrat, vous avez des courbes qui ressemblent à ça. Il y a une saturation ici, c'est normal parce que vous saturez l'enzyme, et une fois que tout l'enzyme est saturé, il ne peut pas aller plus vite. Et donc, à partir de ce genre d'analyse assez classique que tout le monde fait, vous avez à la fois la constante de vitesse, qui est le nombre de réactions par seconde, vous avez la concentration de substrat, ou cette constante, où vous avez une vitesse divisée par 2, c'est le Km, et le rapport des deux, c'est la constante de vitesse du second ordre. Ici, c'est pour vous montrer que vous avez là aussi une très très grande variabilité de données dans ces systèmes enzymatiques. Vous voyez, en gros, le K4 moyen d'une enzyme, c'est de l'ordre d'une dizaine par seconde. Mais vous avez des systèmes extrêmement efficaces, comme par exemple ici la superoxyde dismutase. Vous voyez que ici c'est 10, ici c'est 10 puissance 5 par seconde. Et puis vous avez des systèmes plus lents. Vous pouvez avoir des systèmes extrêmement lents où vous faites 0,1 ou 0,01 réactions par seconde. Donc vous avez une très, très grande variabilité. C'est la même chose sur le Km, c'est-à-dire l'affinité pour le substrat. Vous voyez, en moyenne, c'est 130 micromolaires, mais ça s'étale sur des très, très grandes valeurs jusqu'à des très faibles. Et évidemment, la conséquence de ces deux choses-là fait que le rapport, c'est pareil. La constante de vitesse du second ordre, elle est en moyenne de 125 000 secondes, moins 1, molaire moins 1. Donc, une très très grande variabilité. C'est-à-dire que, en fait, voilà, il ne faut pas croire que, à partir du moment où une protéine devient enzyme, elle se comporte de la même façon. C'est très très variable. Évidemment, la raison de cette très très grande variabilité n'est pas toujours très bien comprise. Pourquoi, dans certains cas, ça va plus vite et d'autres cas moins vite? Est-ce que c'est des contraintes liées à la réaction elle-même? Est-ce que c'est des contraintes à l'évolution des protéines? Est-ce que ce sont des contraintes liées à des besoins métaboliques particuliers? Bon, c'est tout un tas de choses qui sont discutées. Il y a des enzymes qui jouent un rôle très très important dans notre environnement. La Rubisco, qui est une enzyme clé de la fixation du CO2
qui intervient dans le mécanisme de photosynthèse, qui est une des enzymes les plus abondantes sur la Terre. On peut dire que pratiquement, je ne sais pas, j'allais dire que tout ce que vous portez sur vous comme carbone est passé par la Rubisco. Et donc c'est hyper important, bien sûr. Moi, je le dis de la photosynthèse en général, mais il faut être plus précis. Grâce à la Rubisco, il y a à peu près 100 gigatonnes par an de CO2 atmosphérique qui est fixé. Et vous savez que les émissions de CO2 anthropogéniques dues à l'homme, c'est 40 gigatonnes par an. Donc vous voyez, c'est pas rien ce que fait la Rubisco sur la planète. La TP synthase, c'est aussi une enzyme extrêmement active qui joue un rôle très très important, évidemment. Et vous voyez que nous produisons à peu près notre poids en ATP par jour. Donc ce sont des enzymes extrêmement efficaces. Des enzymes de biosynthèse du méthane, vous voyez, 1 gigatonne de méthane par an à partir de CO2, ce sont des quantités massives de méthane, gaz à effet de serre extrêmement puissants, qui sont produits par des enzymes. Voilà. Alors, au fond, la période faste de l'enzymologie, c'est la seconde moitié du XXe siècle. Comme enzymologiste, je me désole du fait que cette discipline a perdu de son lustre. Je ne sais pas très bien pourquoi, on peut en chercher les raisons, parce qu'on est encore très loin d'avoir non seulement identifié toutes les enzymes possibles, on est très loin d'avoir compris l'acte catalytique, enzymatique qui conduit à ces accélérations fantastiques. On est encore très loin en biotechnologie d'avoir exploré les possibilités de toutes les enzymes qui pourraient être déployées industriellement. Enfin, donc, il y a énormément de choses qui pourraient nous intéresser. Néanmoins, cette discipline est en train de disparaître d'une certaine façon dans certains pays. Un pays comme la France, je me désole chaque année de voir si peu d'enzymologie, par exemple, dans les résultats des financements de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et je me désole de voir de moins en moins d'étudiants intéressés par l'enzymologie. Les explications, c'est, je crois, en partie dû au fait que la génomique et tout ce qui en découle, la protéomique, la transcriptomique, la lipidomique, etc., toutes ces approches à très haut débit ont fait considérer, notamment les biologistes, que la compréhension à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire du vivant n'était pas le plus important, que peut-être le plus important, c'est d'avoir une vision très intégrée de réseaux métaboliques, de réseaux génétiques, etc. Et que, pour le coup, pour les biologistes, j'ai l'impression que la collaboration qui était forte avec les chimistes, donc à l'interface chimie-biologie, s'est déplacée plutôt vers une collaboration avec les informaticiens, avec les mathématiciens, qui leur donnent des outils pour embrasser cette complexité de réseau. C'est une des explications. L'autre explication, c'est aussi sans doute que peut-être les choses les plus simples ont été traitées et qu'il reste des trucs très très compliqués à traiter et que ça fait peur. Et puis la dernière raison, c'est que au fond, pour faire de l'enzymologie aujourd'hui d'excellence, il faut vraiment une double culture, culture de biologie et de chimie, et ce n'est pas donné à tout le monde.
D'abord, ce n'est pas toujours donné dans les enseignements, et évidemment, c'est hyper exigeant. Bon, tout ça fait que je voudrais, à l'occasion de ce cours, évidemment, remontrer que ce sont des objets absolument extraordinaires et qu'il n'y a pas de vie sans, évidemment, ces enzymes-là et qu'elles doivent retrouver leur place. En fait, elles ont leur place quand on regarde. Il y a certains pays qui continuent à travailler beaucoup sur l'enzymologie. Et puis, il y a une chose qui est assez frappante, c'est quand vous regardez au cours des 20 dernières années les prix Nobel. Alors évidemment, ça fait référence à des travaux qui ont été faits avant, hein, mais néanmoins, vous voyez l'immense liste de prix Nobel qui ont été attribués pour des travaux qui ont un rapport avec l'enzymologie. 2002, Wüthrich, Fenn, Tanaka, analyse structurale des macromolécules biologiques, donc spectro de masse et RMN. Roger Kornberg, le fils d'Arthur Kornberg, dont je dirai un mot tout à l'heure, les bases moléculaires de la transcription chez les eucaryotes. Ramakrishnan, States, Ionat, la structure et la fonction du ribosome. Lefkowitz, Bobilka en 2012, les récepteurs couplés aux protéines G. Lindahl, Modrich, Shankar, les mécanismes de la réparation de l'ADN. Tout ça, ce sont des enzymes. Alors, il y a aussi la structurale, hein, vous voyez, en 2017, la cryomicroscopie, super important. En 2018, Frances Arnold, l'évolution dirigée des enzymes. Et j'ai eu juste le temps Enfin, j'ai eu un peu le temps, puisque ça fait maintenant 15 jours ou 3 semaines que ça a été annoncé, mais le dernier prix Nobel, même si les applications sont d'ordre biologique, génétique, etc., il s'agit bien d'une enzyme. C'est CRISPR-Cas9, et Cas9, c'est une enzyme. Bon, voilà. Donc, en réalité, il y a des choses extrêmement importantes qui... et vous voyez, pour le cas des enzymes impliquées dans l'édition génétique, ce n'est pas des travaux très anciens. Hein. Donc, CRISPR-Cas9, ça a été découvert il y a 10 ans. Donc, ça vaut le coup encore de s'intéresser au système enzymatique, surtout si on veut avoir le prix Nobel. Il y a une autre chose qui est assez frappante, c'est... alors là, on peut le prendre dans les deux sens. Pour ceux qui sont à l'interface biologie, on peut se dire c'est bien. Pour ceux qui sont chimistes, c'est pas très bien. Ça montre une sorte de retrait de la chimie par rapport à la biologie. Ici, ce qui est rapporté, c'est le pourcentage de prix Nobel en chimie, pour le prix Nobel de chimie qui ont été attribués pour des choses qui ont plutôt attrait à la biologie. Donc, on est dans une situation où, vous voyez, donc ça augmente avec le temps. Donc, aujourd'hui, on a pratiquement 50% des prix Nobel de chimie qui sont des choses de la biologie ou de l'interface chimie-biologie. Alors, à nouveau, pour ceux qui sont à l'interface chimie-biologie, c'est un bon résultat. Pour ceux qui sont dans le cœur de la discipline chimie, c'est inquiétant. Ça veut dire que le comité Nobel a du mal à trouver des découvertes en chimie pure qui vaillent le coup par rapport à une quantité massive de résultats qu'ils ont à l'interface avec la biologie ou en biologie. Toujours pour vous inviter tous à essayer de bien voir l'importance et la beauté de ces systèmes. Je vous invite à lire ce livre qui est un peu ancien, de Arthur Kornberg. Arthur Kornberg a eu le prix Nobel. Hein, c'est un des pionniers de la découverte des enzymes de synthèse de l'ADN, il y a longtemps. Donc il a écrit ce bouquin For the Love of Enzymes, qui est un magnifique livre. Je vous invite à le lire si vous ne le connaissez pas.
Il raconte sa propre histoire, mais tout un tas de réflexions sur l'enzymologie. Bon, j'ai eu la chance de côtoyer Arthur Kornberg, qui était un type absolument remarquable. Quand je l'ai rencontré, il avait bien 30 ou 40 ans de plus que moi. Mais on a plutôt sympathisé et en fait, il dormait très peu. Roger Kornberg, il dormait 2-3 heures par nuit. Et par contre, il se permettait des petites siestes au cours de la journée. Donc à un moment donné, moi je me suis dit, c'est ça le modèle, j'ai essayé de faire pareil. Et je n'y suis pas arrivé. Mais bon, voilà, lisez ce livre, c'est très intéressant. Et au fond, toute cette question, à nouveau de la place de l'enzymologie, c'est une question permanente dans ce débat qu'il y a entre ce que peut-être j'appelle réductionniste, et dont je me plais à dire que j'en fais partie, et puis de ceux qui sont, alors c'est un peu péjoratif aujourd'hui, que j'appelle vitalistes, et que je vais définir. Les réductionnistes, c'est quoi? C'est tout simplement ceux qui considèrent qu'au fond, une cellule, c'est rien d'autre qu'un sac dans lequel il y a des molécules et des réactions chimiques, et que c'est de la chimie. Et c'est ce que dit... Et donc, si c'est le cas, un organisme vivant complexe peut être compris simplement par l'étude de ses composants chimiques. Et George Whitesides dit, j'ai souvent cité ça, « The nature of the cell is an entirely molecular problem ». Et puis il y a ceux qui, à l'extrême, et d'une certaine façon, ce qu'on observe aujourd'hui dans la biologie, avec ses approches génomiques, protéomiques, transcriptomiques, je suis un peu provocateur, je les qualifie de vitalistes parce qu'elles sous-entendent qu'au fond, il y a quelque chose au-dessus des molécules, hein, une sorte de dynamisme propre au vivant qui ne peut pas être réduit à la chimie. Voilà. Et donc, il faut étudier l'ensemble. Étudier les composants n'a aucun sens. C'est aujourd'hui ça le débat. Et c'était déjà ce que disait par exemple Bichat, une énorme différence existe entre les lois de la physique et de la chimie et celles de la vie. Bon. Ce débat, d'une certaine façon, continue. Bon, ici, je ne vais pas vous demander de lire ça, mais je vais juste prendre quelques mots. C'est une page prise dans le bouquin de Arthur Kornberg, où, vous voyez, ils disent... voilà, il défend l'approche réductionniste. Hein. Voilà, il dit ça me surprend que les approches qui ont été prouvées comme efficaces et simples d'enzymologie pour résoudre des problèmes basiques de métabolisme sont aujourd'hui, oh là là, c'est pas possible. Bon, ça va, maintenant je maîtrise. Hein. Sont ignorés. Voilà. Et ils développent ça. Et voilà, ils disent que ceux qui ont, par exemple, découvert les vitamines ont considéré qu'ils ne comprendraient rien au rôle nutritionnel et métabolique des vitamines sans avoir isolé la molécule et l'étudier. C'est toute la problématique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, donc il reste des tas de choses à faire. Hein. L'approche réductionniste, elle est là, au fond. Hein. Finalement, comprendre ça, ça peut passer par ça, c'est-à-dire des acteurs moléculaires, et y compris à l'échelle la plus réduite, qui est le site actif de l'enzyme où se passent toutes les réactions chimiques. Donc il reste... donc qu'est-ce que c'est que l'enzymologie? C'est comprendre à l'échelle atomique et moléculaire. Donc c'est aller vraiment sur les molécules. Donc il faut les purifier, il faut les caractériser structurellement, il faut comprendre les mécanismes enzymatiques, on peut faire de la mutagénèse. Et puis évidemment, aujourd'hui, on peut toujours mieux les replacer dans le contexte cellule, organisme. Ça c'est quand même très très important. Les replacer dans les métabolismes, dans les biosynthèses,
évidemment dans les complexes et les réseaux protéiques, dans la régulation, etc. Et puis il y a toutes les applications. Et là aussi, l'enzymologie joue un rôle très important dans l'industrie biocatalyse, les biotechnologies, et évidemment les médicaments, parce que beaucoup de ces protéines, ces enzymes sont potentiellement des cibles pour des médicaments. Pourquoi c'est encore possible d'aller toujours plus loin avec les enzymes? C'est parce que les outils d'étude de ces enzymes sont devenus de plus en plus puissants. On a notamment, et je vous montrerai juste un exemple sans rentrer dans le détail, mais on a des outils d'analyse structurale de plus en plus puissants. Il faut savoir qu'il y a une très très grande proportion d'enzymes qui reste encore inconnue. C'est assez fascinant de voir que Escherichia coli, on continue à être à peu près 30-40% des protéines de coli qui ne sont pas connues, dont on ne connaît pas la fonction. On est arrivé assez vite à un certain niveau grâce au génome de coli et à la génétique et à l'enzymologie, et puis ça stagne. Et donc c'est aussi ce que je disais, c'est-à-dire les choses simples ont été faites, et il y a tout un tas de trucs qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Donc je le redis, pourquoi cette enzymologie future, enfin d'aujourd'hui ou future, qu'il faut développer reste pertinente, c'est parce qu'elle va nous permettre de découvrir donc de nouvelles enzymes, de nouveaux sites actifs. Je citerai des choses qui se sont passées au cours de ces dernières années, des nouvelles chimies. Là aussi, établir mieux la liste de cibles thérapeutiques potentielles. Et puis des choses très compliquées, comme j'ai dit, caractériser des systèmes complexes. On a beaucoup étudié des enzymes isolées, c'est beaucoup plus difficile de comprendre des complexes multiprotéiques, et on sait aujourd'hui que un très très grand nombre, une très grande proportion au fond de ces enzymes qu'on étudie de façon très isolée sont en fait pas simplement dans des réseaux protéiques, mais sont au sein de complexes protéiques. Et c'est assez complexe, c'est le cas de le dire, de les caractériser, de les comprendre. Des complexes protéines avec des acides nucléiques, des protéines membranaires, etc., des nouvelles modifications de macromolécules biologiques, des nouvelles bases, des nouveaux acides aminés, des enzymes de modification. Et puis en effet, ça c'est une chose qui est un peu arrivée, qui reste en plan, qui n'a pas beaucoup évolué. Enfin, moi j'ai vécu je ne vais pas pour en faire moi-même, mais j'ai suivi ça à un moment donné, l'enzymologie in vivo, c'est-à-dire faire finalement de l'analyse enzymatique d'une enzyme dans un contexte purement cellulaire. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà. Et puis juste une chose, c'est que j'ai indiqué l'importance de l'analyse structurale. Évidemment, pendant très très longtemps, c'est la cristallographie des rayons X qui a été utilisée. Donc ce sont donc il y a tout un tas de contraintes. En particulier, il faut des cristaux. Donc obtenir des cristaux de protéines, c'est compliqué. Et lorsqu'on soumet ces cristaux à des rayonnements X, eh bien, on a une diffraction des rayons et ça donne une image de diffraction qui permet de remonter à la structure cristallographique. Donc c'est comme ça qu'on fait le plus souvent des structures. Et puis, depuis peu de temps, il y a cette sorte de boom de la cryo la cryomicroscopie électronique, pardon, qui a tout un tas d'avantages, en particulier qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'est pas nécessaire de cristalliser la protéine. Et donc c'est un échantillon protéique évidemment purifié qui est congelé et qui est soumis non pas à des rayons X, mais à des rayons d'électrons, à des faisceaux d'électrons. Et là aussi, la diffraction des électrons à travers cet échantillon donne des images qui peuvent être traduites, transformées en structure. Et pendant longtemps, la résolution était assez faible, mais il y a des choses assez extraordinaires. Et
vous voyez ici le nombre de structures qui ont été résolues par an en cristallographie de rayons X. Vous voyez, c'est plusieurs milliers chaque année aujourd'hui. Pour la microscopie électronique, pendant longtemps, enfin quand c'est arrivé, vous avez vu qu'il y a eu un prix Nobel pour ça. Donc il y a eu jusqu'au début des années 2010, il y a eu très peu de structures étudiées par microscopie. Ça augmente, et ça devient impressionnant. Et puis surtout, vous voyez que en moyenne, ici en orange, c'est la résolution des structures. Vous souvenez tout à l'heure, le photosystème 2, 1,95 angstrom de résolution. Ici, en moyenne, vous voyez, jusqu'en 2014, c'était 15 angstrom de résolution. Mais avec, donc 15 angstrom en moyenne, ça veut dire qu'il y en a des plus hautes et des plus basses. Et parmi les plus basses, on arrivait déjà à 5, autour de 5 angstrom de résolution. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 5 angstrom de résolution et on arrive à des choses qui sont aussi basses que 2 angstrom. C'est vrai que il y a juste quelques jours, en faisant un peu de biblio, je suis tombé dans que je n'avais pas vu, dans Nature en octobre 2020. Mais c'est très récent. C'est le record du monde, World Record Resolution in Cryo Electron Microscopy. C'est la structure d'une ferritine, d'une apoferritine. Alors, ferritine, c'est c'est pas une enzyme, c'est une protéine du métabolisme du fer. Et vous voyez 1,5 angstrom de résolution. Et il faut aller voir cet article parce qu'effectivement, la résolution des densités électroniques qui permettent d'avoir accès, de voir les atomes, y compris les atomes d'hydrogène, c'est assez remarquable. Voilà. Juste quelques mots avant de terminer cette première partie, qui va permettre de, au fond, commencer à parler d'objets qui vont nous intéresser plus particulièrement, puisque parmi les enzymes dont je vais parler, vous imaginez bien que je vais beaucoup parler de métalloenzymes, et puis juste après, nous allons entendre un exposé sur une classe de ces métalloenzymes. Voilà, tout simplement, pendant très très longtemps, la chimie du vivant, c'était une chimie organique, bio-organique. On a pensé longtemps que les métaux ne jouaient pas un très très grand rôle. Enfin, longtemps. Vous voyez que déjà à la fin du XIXe siècle, Hobsbawler découvre qu'il y a du fer dans l'hémoglobine. Donc, cette protéine qui permet la fixation de l'oxygène de l'air. Un peu plus tard, on trouve du fer et du cuivre dans la cytochrome oxydase. En 1960, c'est la compréhension que la photosynthèse se fait grâce à la présence de manganèse et de calcium dans le site actif de PS2. Et puis, voilà, Helmut Beinert, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer souvent, qui est mort, vous voyez, en 2007, est celui qui a découvert l'existence de protéines fer-soufre. Et là, vous voyez que c'est un degré, dans ces deux cas, c'est un degré de complexité supplémentaire. Ici, ce sont des atomes isolés. Ici, ce sont des clusters. Et voilà typiquement un cluster 4 fer 4 soufre dans une ferrédoxine. C'était les premiers systèmes qu'étudiait Beinert. Et c'est aujourd'hui une très, très grande classe de sites actifs. Voilà. Et évidemment, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de vie sans métaux. Et ça, il faut le redire très, très clairement. Il n'y a pas de vie sans métaux. Ici, je donne juste un exemple. Enfin, il y a ce formidable lien entre l'humanité et la nature et l'environnement. Il n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas ce cycle merveilleux qui est le cycle photosynthèse-respiration, qui ne marche pas sans magnésium, calcium, manganèse, fer et cuivre. Voilà, donc les métaux jouent un rôle très très important. Ça, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ça aussi. Alors,
juste dire que les raisons pour lesquelles les métaux ont été pendant un certain temps oubliés ou pas mis à leur bonne place, c'est parce que les quantités atomiques de métaux dans un organisme vivant sont plus faibles que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, le phosphore, l'azote, etc. Les métaux les plus abondants, ce sont les métaux alcalins, calcium, potassium, sodium, et les métaux de transition comme le fer, le cuivre, le zinc, par exemple, qui sont les plus abondants, sont, vous voyez, 1 ou 2 log moins présents que les métaux alcalins. Tout n'est pas utilisé dans le vivant, comme vous le savez. Voilà, donc se souvenir de ça. Néanmoins, vous voyez ici, c'est une étude qui avait été faite dans Science en 2001 par Tom O'Halloran. On voit ici le nombre d'atomes par bactérie. Donc on a quelque chose, si vous vous souvenez d'une des toutes premières dias où je donnais le nombre de molécules dans une cellule d'Escherichia coli, vous pourriez rajouter ça. Mais vous voyez qu'il y a certains métaux qui sont présents à quelque chose comme 100 à 1000 atomes métalliques par cellule, tandis que d'autres, à nouveau, comme potassium, magnésium, calcium, sont présents à 10 puissance 7, 10 puissance 8 atomes par cellule. Donc là aussi, des très très grandes différences. Bon, je n'ai pas besoin de dire ça. Oui, la chimie donc bio-inorganique, cette étude des systèmes biologiques qui comportent des métaux, a révélé très tôt que ce n'était qu'une toute petite partie de la classification périodique qui était mobilisée dans les systèmes vivants. Voilà, encadrés en rouge, les métaux qui sont présents dans les systèmes vivants. Alors on pourrait se demander pourquoi ceux-là et pas les autres. Effectivement, il n'y a pas de ruthénium, rhodium, palladium, argent dans les systèmes vivants. En tout cas, pour le moment, personne n'a démontré l'importance de ces métaux dans le vivant. Alors qu'il y a du molybdène et du tungstène, par exemple. En fait, assez simplement, il y a plusieurs raisons pour expliquer la présence de tel ou tel métal, mais disons que simplifions-nous l'explication avec ce simple principe, le principe d'abondance, c'est-à-dire que la nature fait quelque chose de très simple, elle prend ce qu'il y a de plus abondant. Si ça marche, elle le garde. Si ça ne marche pas, elle descend un peu plus bas dans le panel de métaux disponibles, même si ça devient de plus en plus dur d'aller les récupérer. Donc en gros, vous voyez, quand vous avez, vous rapportez ici dans ce graphe la quantité de métal dans un tissu vivant, en fonction de la quantité de ce métal dans l'eau de mer, bon, en gros, vous voyez une assez bonne corrélation. Il y a sans doute, donc, en effet, la raison pour laquelle le potassium, le calcium, le magnésium sont très abondants, c'est parce qu'ils sont aussi très abondants dans l'eau de mer. Il y a des cas très très particuliers, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, le fer ici est quand même très éloigné de cette corrélation. Voilà un exemple où, pourquoi il est si peu abondant, le fer ici, vous voyez, il est pratiquement, ici, il est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5 log en dessous du calcium. C'est évidemment qu'à pH 7, il est sous forme d'oxyde. Il est précipité, donc il y a très très peu de fer soluble dans l'eau. Là, on a vraiment l'exemple que la nature, malgré cette difficulté, a quand même essayé d'avoir du fer dans la cellule parce que, pour tout un tas de raisons, c'est un métal absolument unique en termes de réactivité et
avec lequel on fait des choses qu'on ne fait avec aucun autre métal. Et donc, la cellule, une cellule comme Escherichia coli, a mis en place toute une machinerie extrêmement complexe, y compris très très régulée, pour aller chercher ce fer très peu soluble. Donc il y a des situations comme ça, mais à nouveau, et donc on peut expliquer tout un tas de cas comme ça. D'ailleurs, vous voyez ce point fer dans la mer ancienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant qu'il y ait de l'oxygène sur la Terre, le fer était soluble. Et à ce moment-là, la quantité de fer ici dans une Terre complètement sans air, vous savez, hein, l'oxygène est arrivé il y a 2 milliards d'années à cause justement de l'arrivée de la photosynthèse, et ça a conduit à une perte du fer sur la planète, enfin qui a précipité. Mais avant ça, le fer était soluble avec une quantité, vous voyez, qui correspond ici et qui se met dans la corrélation. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce principe d'abondance fonctionne assez bien pour expliquer les quantités relatives de fer. Voilà. Est-ce que... Ok, je vais de toute façon m'arrêter là, et puis je continuerai la prochaine fois. Je ne vais peut-être pas aussi vite que ce que j'avais prévu, mais ça ne fait rien. Oui, voilà. Allez, je termine sur ces deux dias qui sont assez triviales. Oui. Ce qui est unique dans un métal de transition, par exemple, c'est sa capacité à créer une liaison avec un substrat et de modifier donc par cette interaction, par la création de liaison, la structure électronique de ce substrat, donc d'une certaine façon réussit à l'activer pour le transformer. Donc un substrat assez peu réactif peut, par sa simple fixation sur un métal, être suffisamment perturbé électroniquement pour être ensuite facilement transformable. C'est exactement ce qui se passe dans les réactions catalysées par des métalloenzymes. Le substrat se fixe sur le métal, est activé et ensuite transformé en produit. Et donc, les métaux de transition clés, c'est le fer et le cuivre, parce que ce sont les métaux qui sont impliqués dans les transferts d'électrons et dans l'activation donc redox de petites molécules, comme l'eau, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le monoxyde de carbone, le CO2, enfin, etc. Le zinc, contrairement au précédent, n'a pas de possibilité de passer d'un état redox à un autre. Il est zinc 2+, et donc, évidemment, vous comprenez bien qu'il ne catalyse pas de réaction redox. Par contre, c'est un excellent acide de Lewis, et donc dès que ce zinc fixe un substrat, il polarise les liaisons et il rend ces molécules en particulier plus électrophiles. Et donc, on trouve du zinc dans tout un tas de réactions non redox, notamment d'hydrolyse, protéase, peptidase, phosphatase, enfin, etc., etc. Et puis, de façon moins puissante, vous avez toute une série de métaux qui sont impliqués de façon un peu plus spécifique dans certaines activités. Visiblement, la nature n'a pas su faire autrement pour faire de l'oxydation de l'eau dans le photosystème que de prendre du manganèse. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, il y a un rationnel derrière ça. Pour faire des hydrogénases ou de l'uréase, c'est du nickel. La nature ne sait pas faire ça avec les métaux les plus abondants que sont le fer, le cuivre et le zinc. Pareil, le cobalt est impliqué dans la vitamine B12 et le molybdène dans la nitrogénase, dans la formiate déshydrogénase, dans tout un tas de réductases, et le vanadium dans des peroxydases. Voilà, donc il y a quelques métaux spécialisés. On peut continuer à réfléchir à pourquoi ces métaux ont dû être sélectionnés plutôt que le fer, le zinc et le cuivre. Et dernière chose, et je m'arrête là. Voilà, la raison
Parce que vous voyez, nickel, molybdène, tout ça sont des métaux redox. Il n'y a que le zinc qui ne l'est pas. Mais en fait, ici, je ne montre pas tous les potentiels redox, mais la raison pour laquelle ces deux métaux, cuivre et fer, sont sélectionnés, c'est parce qu'au fond, l'échelle redox du vivant nécessaire, elle est en gros entre 800 millivolts et moins 400 à pH 7, parce qu'évidemment, vous pouvez pas, enfin, un système vivant ne peut pas avoir des potentiels au-dessus de l'oxydation de l'eau, sinon il ferait de l'oxygène en permanence. Et il ne peut pas non plus réduire l'eau pour faire de l'hydrogène. Et donc, l'idée du vivant, c'est d'exploiter toute cette gamme de potentiels redox. Et ceci est possible, vous le voyez, avec des clusters fer-soufre, avec des cytochromes, avec du cuivre. Et donc, on balaye, vous voyez, pratiquement avec un métal, un seul métal, on balaye pratiquement 1 volt de potentiel. C'est formidable. Ça veut dire qu'en pratique, si on veut faire de la chimie redox à différents potentiels redox, on n'a pas besoin d'aller chercher 36 métaux. Si on a trouvé une voie métabolique pour récupérer le métal, le fer du vivant, de l'environnement, en modulant la coordination du fer, que ce soit à l'intérieur d'un fer-soufre ou d'un cytochrome, par exemple, on va atteindre des potentiels redox variables qui vont être plus ou moins adaptés au métabolisme qu'on recherche. Donc c'est assez puissant, et ça, vous savez ça depuis toujours. Une des caractéristiques du vivant, c'est qu'elle est construite, c'est qu'il est construit sur un nombre de briques très très limité, 4 bases nucléiques, 20 acides aminés et pas 350, et puis quelques métaux, à nouveau, parce que l'idée du vivant, c'est d'être très économe et avec une brique, faire le plus de choses possible. C'est exactement ce qui se passe avec les métaux. Et ce qui explique pourquoi il n'y a qu'une partie, une sous-partie assez limitée du tableau de Mendeleïev qui est utilisé alors qu'il y avait des tas d'autres possibilités. Voilà, je m'arrête là. J'ai le sentiment de dire des choses que beaucoup connaissent, mais c'est aussi la mission que nous avons ici, professeur du Collège de France, au Collège de France, de diffuser toutes sortes de savoirs, et pour diffuser les savoirs les plus complexes, ce que je vais faire un peu plus tard en montrant ce qui se passe aujourd'hui en enzymologie, je suis obligé de rappeler un certain nombre de choses comme ça, mais ça peut être utile de se rafraîchir les idées sur toutes ces notions de base.